Christopher Dorner est un jeune agent de police lorsqu'il décide de porter plainte contre son unité et plus précisément contre son formateur. Sa plainte sera démentie et Christopher sera alors licencié. Il restera alors quelques années avec une haine en lui et un besoin d'être écouté. Il dira alors qu'il veut que la vérité éclate. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Christopher Dorner, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une histoire américaine. Encore, j'en fais quelques-unes en ce moment, mais voilà, j'ai envie et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, lançons-nous dans la vidéo. Christopher Jordan Dorner est né le 4 juin 1979 à New York et a grandi dans le sud de la Californie. Il a fréquenté le lycée Cypress en Californie où il a obtenu son diplôme en 1997. Christopher avait été le seul afro-américain dans son école secondaire et à cause de ça, il avait très souvent été victime de racisme. D'ailleurs, il avait porté plainte plusieurs fois mais ça n'avait rien donné. Il a ensuite été étudier les sciences politiques et la psychologie à l'université Southern Utah et sera diplômé en 2001. Mais après ça, il va vouloir devenir policier et il va suivre le programme jeunesse de la police de La Palma, une ville située en Californie dans le comté d'Orange. D'ailleurs, c'est dans cette ville que Christopher va décider de s'installer. Après ça, Christopher va se marier, mais malheureusement pour lui, son mariage sera de courte durée et il divorcera en 2007. Malgré ça, il restera toujours vivre au même endroit et d'ailleurs, ses voisins disaient que c'était une personne assez appréciée, mais qui ne sortait pas beaucoup et qui restait quand même pas mal chez lui. Mais pour en revenir à sa carrière, Christopher était devenu officier de réserve de la marine américaine en 2002. Là-bas, il fera beaucoup de choses, il commandera même plusieurs unités de sécurité et servira même dans une unité mobile de guerre sous-marine. C'est une anecdote, mais pour vous montrer un petit peu quel genre d'homme était Christopher, il faut savoir qu'un jour, il a trouvé un sac qui contenait 8000 $ dedans et en fait, il appartenait à une église et Christopher, au lieu de le garder pour lui, parce qu'il aurait pu le faire, personne n'aurait été au courant, eh bien, il a été rapporter le sac à l'église et il dira par là qu'il est militaire et que l'armée met l'accent sur l'intégrité et donc c'est pour ça qu'il l'a fait. En 2005, Christopher rentrera ensuite dans l'académie de police de Los Angeles et en sera diplômé en 2006. Il deviendra alors officier stagiaire mais devra vite quitter son poste pour une nouvelle mission dans la marine. Il reviendra alors dans la police en 2007, juste après son divorce. Pendant sa période de formation, on sait que Christopher avait plusieurs fois émis l'idée de porter plainte contre la police de Los Angeles, bien qu'il en faisait partie, et c'était parce qu'il avait été victime de racisme au sein même de son travail. En plus de ça, il en voulait toujours à la police de ne jamais avoir donné suite à ses plaintes contre ses camarades de classe lorsqu'il était plus jeune. On sait aussi que Christopher avait porté plainte contre son propre agent de formation qui s'appelait Teresa Evans. On sait en fait que Teresa, lors d'une intervention, s'était montrée violente envers un homme qui souffrait de schizophrénie. Et donc c'est suite à ça que Christopher avait déposé un rapport contre son formateur. Mais voilà, quand Christopher a déposé ce rapport, en fait, niveau timing, ça marchait pas vraiment parce que il venait de recevoir les notes de justement Teresa qui lui disait qu'il devait encore s'améliorer pour devenir policier et donc quand il a fait ce rapport contre elle, eh bien ça a simplement été vu comme de la vengeance. L'enquête sur la plainte déposée par Christopher durera alors 7 mois, 7 longs mois pendant lesquels Christopher sera écarté des autres policiers et il devra alors simplement effectuer du travail de bureau. Mais bon voilà, 7 mois plus tard, les résultats sont tombés et la plainte n'a pas donné lieu parce que tout simplement la police a décidé de dire que Teresa, la formatrice, n'avait pas vraiment eu de gestes violents sur cet homme, bien que l'homme ait dit lui-même qu'il avait été tabassé par la policière et qu'en plus de ça, eh bien, il avait dû aller à l'hôpital pour se faire soigner de blessures au visage. Mais voilà, on sait aussi que plusieurs témoins qui étaient là ont dit n'avoir rien vu, que cette formatrice n'avait absolument pas tabassé l'homme schizophrène et donc leurs paroles à eux ont été vraiment prises en compte par la police
police et celle de Christopher va donc être décrédibilisée. C'est donc suite à ça que Christopher va se faire licencier de la police. Son avocat, Randall Kahn, déclara d'ailleurs qu'il avait été traité injustement et que donc Christopher était devenu le sort de bouc émissaire de la police. Aussi une information importante à savoir, c'est que l'avocat de Christopher est en fait l'ancien capitaine de la LAPD qui était donc la police contre laquelle Christopher se battait. Aussi, ce qui est vraiment fou dans cette enquête, c'est que le juge lui-même dira être incertain par rapport au fait que oui ou non, la policière Teresa avait donné des coups de pied à cet homme schizophrène. Et voilà, malgré toute cette incertitude, Christopher avait été bel et bien licencié. Après le verdict, Christopher fera appel à la décision du juge, mais ça ne donnera rien de plus, parce qu'en fait, on dira tout simplement qu'il n'y a aucune preuve formelle qui montre que Christopher dit la vérité. Faisons maintenant un bond dans le temps jusqu'au mois de février 2013. Cela fait maintenant quelques années que Christopher a été licencié de la police et on peut dire qu'il ne s'en est jamais remis. Il a donc maintenant 34 ans, par contre même s'il a été licencié de la police, il travaille toujours dans les marines, mais par contre le 1er février 2013, il va en sortir. Mais voilà, le jour même, donc le jour de sa sortie, il va décider d'envoyer un colis à un journaliste et dans ce colis, il y avait un DVD contenant tout son dossier de plainte envers sa formatrice de la police et en plus dans le colis il y avait une sorte de petit insigne de police qui avait été criblé de balles. 2 jours plus tard, le 3 février, Christopher va se rendre à Irvine en soirée et va tirer sur un couple dans une voiture qui était à l'arrêt. Une des victimes a été identifiée comme étant Monica Kahn, qui a 28 ans et qui était en fait la fille de son avocat. Le lendemain de ce double homicide, Christopher va décider d'en profiter pour créer un post assez choquant sur Facebook, un post de 11 000 mots qui portera plus tard le nom de Manifeste. Dans son texte, il décrivait ses expériences et donnait le motif de la tuerie dans le but de se disculper. Dans ce manifeste, il demandera aussi à la police de Los Angeles de faire un aveu public en reconnaissant que sa formatrice avait bel et bien donné des coups. Il dira aussi qu'il veut s'en prendre à toute la famille de son avocat parce qu'il ne l'a pas défendu correctement. Et oui, son avocat, comme c'était l'ancien capitaine de cette unité de police, selon Christopher, il n'était pas vraiment enclin à le défendre. D'ailleurs, c'est grâce à ce manifeste que la police pourra nommer Christopher comme le principal suspect du meurtre donc de la fille de son avocat. En plus de tout ça, dans son manifeste, Christopher donne le nom de 40 policiers en disant qu'il est prêt à tous les tuer et il écrira: « Je sais que la plupart d'entre vous qui me connaissent personnellement sont incrédules d'entendre les médias dire que je suis soupçonné d'avoir commis des meurtres aussi horribles et que j'ai pris des mesures drastiques et choquantes ces derniers jours. Malheureusement, c'est un mal nécessaire que je n'apprécie pas, mais que je dois participer et accomplir pour qu'un changement substantiel se produise au sein de la police et pour récupérer mon nom. Le département n'a pas changé depuis l'époque de Rampart et de Rodney King. » Ces 2 personnes qu'il cite sont en fait des hommes qui ont été victimes de violences policières. Il ajoutera aussi ne pas avoir de famille et que c'est donc pour ça qu'il veut s'en prendre aux familles des personnes qui s'en sont pris à lui. Ce qui va énormément faire peur aux policiers, c'est que dans ce post Facebook, Christopher va rappeler qu'il a fait partie de la police et qu'il connaît leur manière de fonctionner et que grâce à ça, il va les avoir. Aussi, Christopher dira qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il va tout faire pour atteindre son but car à la fin, il sait qu'il va mourir, il part en mission suicide. D'ailleurs, en parlant de sa mort, il dira « Si possible, je veux que mon cerveau soit préservé pour la science, la recherche. » Après ça, des milliers de policiers ont reçu l'ordre de patrouiller sur les autoroutes du sud de la Californie dans le but de le retrouver. Et puis évidemment, beaucoup d'agents de police vont être mis sous protection. Mais voilà, Christopher disait aussi dans ce post qu'il arrêterait de tuer des gens contre des aveux de la police. Il dira vraiment que tout ce qu'il veut, c'est la vérité. Il dira aussi aux journalistes qu'il veut qu'ils enquêtent sur les violences policières parce que le monde doit vraiment savoir ce qui se passe réellement dans la police. Nous sommes maintenant le 7 février 2013. Il est 1h du matin et Christopher va tendre un piège à 2 policiers dans une station-service. Il va en fait les attendre sur place et à leur arrivée, il leur tirera dessus. Un des 2 policiers va être touché à la tête, mais heureusement l'autre va éviter la balle. Christopher va alors s'enfuir vers la ville de Riverside dans une camionnette grise et il déclenchera une nouvelle fusillade seulement 20 minutes plus tard.
Il tira sur 2 autres policiers qui étaient assis dans une voiture de patrouille. Un décédera sur le coup et l'autre va être dans un état assez critique, mais il survivra heureusement. À peu près 1h20 plus tard, Christopher va tenter de voler un bateau à San Diego dans le but d'aller au Mexique, mais il échouera. Les policiers de leur côté étaient à sa poursuite et des policiers se sont mis à tirer sur des véhicules qui pouvaient correspondre à la camionnette de Christopher. Mais voilà, la police va tirer un peu comme ça sans être sûre et 3 civils vont perdre la vie. Le même jour, la camionnette de Christopher sera retrouvée après avoir été incendiée sur un terrain consacré aux camions de pompiers situé près de Big Bear Lake. Big Bear Lake, c'est une station de ski qui se situe toujours en Californie. Les agents de police se mettront alors à fouiller toute la zone et les écoles de la région vont petit à petit se vider. Les policiers ne le retrouveront pas et 2 jours plus tard seulement, une récompense d'1 million de dollars va être mise en place pour toute information qui mènerait à la capture de Christopher. De plus, ces actions vont être officiellement qualifiées de terrorisme intérieur. C'est le 12 février, dans la ville de Big Bear, qu'un couple va trouver Christopher caché à l'intérieur de leur maison. Christopher a alors réussi à les maîtriser et à les attacher en leur promettant de ne pas les tuer avant de s'enfuir avec leur voiture. Un peu plus tard, il abandonnera la voiture du couple dans une rue et sortira un homme de sa voiture pour lui voler la sienne. À ce moment-là, 2 gardes de chasse vont repérer Christopher, ils vont tenter de lui tirer dessus, mais ils échoueront. Plusieurs policiers arriveront sur les lieux et Christopher tirera sur plusieurs adjoints du shérif, dont un qui décédera. Christopher sèmera encore une fois la police et il reste caché dans une cabane qui se situe à Angelus Oaks, une ville qui se situe juste à côté du poste de commandement temporaire qui dirige la chasse à l'homme envers Christopher. Donc c'est complètement dingue. Mais bon, ça ne mettra pas vraiment longtemps avant que d'autres policiers le repèrent et une nouvelle fusillade va encore prendre place. Du côté des policiers, personne ne sera blessé, mais Christopher, lui, se prendra une balle. À ce moment-là, Christopher va tout de même tenter de s'enfuir, mais tout le périmètre sera bouclé par les policiers. Les gens qui habitaient à cet endroit seront alors obligés de s'enfermer chez eux. Christopher sera alors retrouvé, il était en fait caché dans une petite cabane, mais il refusait d'en sortir. Au point qu'un véhicule de démolition va être amené sur les lieux et le véhicule devait tout simplement détruire la cabane. Mais l'idée sera très vite abandonnée et les policiers vont décider de jeter des grenades de gaz lacrymogène à l'intérieur de la cabane, mais même ça ne fera pas réagir Christopher et la police mettra alors le feu à la cabane. Elle brûlera alors et un coup de feu sera entendu. Le 13 février, un corps a été récupéré et le 14 février, il sera confirmé qu'il s'agissait bien de celui de Christopher, qui avait donc préféré se tuer en se mettant une balle dans la tête plutôt que de devoir être arrêté par les policiers. Le 11 janvier 2014, un rapport de 59 pages a été publié par la police de Los Angeles, rapport qui innocentait en fait tous les adjoints du shérif, les policiers et les gardes de chasse qui étaient présents lors de l'affrontement dans la cabane, et donc ça les innocentait de tout acte répréhensible, citant qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que de s'engager dans la fusillade avec Christopher. Au final, dans cette histoire, la police n'est pas du tout blanche non plus. On doit quand même se rappeler qu'ils ont tué pas mal d'innocents en pensant que c'était la voiture de Christopher sans vraiment vérifier. Ils ont préféré tirer dans le tas. Christopher était révolté par le racisme dans la police, mais aussi par les bavures policières. Alors évidemment, on ne peut pas du tout accepter ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Par contre, on peut comprendre sa cause. En fait, les choses auraient pu se passer totalement autrement, on aurait pu l'écouter, mettre des gens vraiment à sa disposition pour essayer de comprendre, mais ça n'a pas été fait et je pense que c'est quelque chose qui manque énormément aujourd'hui. On n'écoute pas les gens, même quand ils sont frustrés, on aurait dû prendre des dispositions pour qu'il évite de commettre ce genre d'actes. En tout cas, Christopher, de son côté, aura ôté la vie à des dizaines de personnes et dont certaines qui n'avaient rien à voir avec lui. Je pense d'ailleurs à ce couple, à la fille dans la voiture, sa première victime. Elle n'avait rien à voir avec lui. Oui, c'était la fille de son avocate, mais elle n'avait rien à se reprocher. Malheureusement, comme il est décédé, il n'y a pas eu de procès et c'est dommage. Je trouve que ça aurait été intéressant de suivre ce genre de procès, de voir qu'est-ce qui pouvait y être dit. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!